Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, on va parler de l'une de mes plus grandes passions, Pokémon. Nous sommes en octobre 1999. Le petit Antoine est alors en CE2 et un raz-de-marée fracassant déferle sur la France après le reste du monde. La Pokémania. Jeux de cartes, goodies, peluches, l'animé et surtout Pokémon rouge et bleu envahissent les foyers, l'effervescence est sans commune mesure. Pas même Yu-Gi-Oh et Digimon n'arriveront à un tel niveau. Bien que qualitativement, à des années-lumière au-dessus, surtout Batailleville ou l'Arc d'Orichalque, l'ancien Égypte pour le premier, et toute la seconde partie de la première saison, à partir du retour sur Terre pour le second. Entre le film en avril 2000, Pokémon Jaune en juin 2000, puis la seconde génération débarquant en avril 2001, la folie Pokémon berça toute la seconde partie de mon primaire, avec un doux rêve, y jouer moi-même. Il existait un pack à très exactement 699 francs, comprenant la Game Boy Color et Pokémon Argent. Et grâce à la générosité de mes grands-parents, j'avais accumulé un peu plus de 600 francs, et à l'approche de Noël 2001, le rêve semblait sur le point de se concrétiser. Seulement voilà, un drame survint. L'euro. Pas le temps d'apporter mes économies au magasin, que le 1er janvier 2002, tout mon pactole fut changé en 20 €. Le drame d'une enfance, un rêve stop et net. Bien sûr, quelque part dans l'année scolaire 2003-2004, grâce à la récupération d'un ordinateur suffisamment puissant, l'accès aux légendaires jeux Pokémon fut enfin possible. Mais il faudra alors attendre l'été 2006 pour que de nouvelles économies et un passage par la case occasion me permettent d'avoir enfin le Graal, une véritable Game Boy Color avec Pokémon Crystal, version améliorée de Pokémon Or et Argent, sortie en novembre 2001. Alors que la Game Boy Advance commençait déjà à se revendre de partout, avec la Nintendo DS sortie fin 2004 et s'apprêtant à accueillir au Japon la 4ème génération, que j'aurai là encore grâce à la générosité de mes grands-parents 2 ans plus tard, au Noël 2008. À peine un an après une Game Boy Advance d'occasion, au Noël 2007, où l'absence de rétroéclairage commençait sérieusement à entraver le plaisir de la découverte de jeux exceptionnels comme Zelda, Minish Cap, Kingdom Hearts, Chain of Memory ou Sword of Mana. Un amour différé qui prit fin avec la 5G, Pokémon Noir et Blanc. Puisqu'ensuite, mes ordinateurs ne me permettaient pas de faire fonctionner les émulateurs 3DS, qui furent parmi les plus durs à créer visiblement, et la console était un prix inabordable pour un étudiant non boursier. C'est donc par procuration que se prolongea l'aventure, notamment au travers des let's play de Fieldrong, découverts quelque part entre 2015 et 2016. Non mais en plus... c'est ma concrétisation. J'en peux plus de ce jeu. Non, j'en peux plus. Les 6 et 7e générations, Pokémon XY, puis Soleil et Lune, ne furent respectivement découvertes que très très tardivement, en 2019 puis 2022, soit dans les deux cas 6 ans après leur sortie initiale, avec même une fin pour Pokémon Soleil et Lune, enfin en l'occurrence Ultra Lune, en mai 2024, après avoir fait une pause de quelques années. Suivant de plus en plus assidûment les maîtres stratégiques Fieldrong et Red Option, c'est en février 2020, poussé par le Covid, que je craquais pour ma première console d'adulte autonome, la Switch, avec Pokémon Épée, la 8ème génération, sortie quelques mois plus tôt. Il aura fallu attendre la 9ème génération, en novembre 2022, pour qu'enfin je fasse mon premier Pokémon Day One, ou presque, le fixant surtout sur la seconde moitié de décembre. Entre-temps, et même depuis, j'ai refait un nombre de fois incalculable les 3 premières générations sur l'émulateur, une poignée de fois les 4 et 5e générations, et des remakes 2G. Puis, hormis un Nuzlocke non achevé sur Pokémon Épée, une seule fois chaque jeu. Bien que j'ai passé beaucoup de temps sur la 8ème génération, à faire de l'élevage, du breeding, les DLC, des combats en ligne et autres raids Dynamax. De même que pas mal de stratégies online sur les remakes 4G et Pokémon Violette, la 9ème génération. Aujourd'hui, avec le plus de recul possible, mais surtout beaucoup de ressentis et d'expériences personnelles, je vais tenter d'établir un classement qualitatif de toutes les générations hors et avec remake, d'abord par point d'importance du critère le plus secondaire à celui le plus primordial, puis un classement plus global. Et éludons tout d'abord la musique, car tous les jeux ont toujours joui de musique exceptionnelle, avec une forte nostalgie pour les 1 et 2G,
faussant toute objectivité. Et la 5G aurait probablement les meilleurs, mais en même temps, c'est facile quand on cumule les musiques de Ocarina of Time, quelques Zelda, Retour vers le futur, Chrono Trigger et Final Fantasy, et bien d'autres. Sans bien sûr parler de plagiat, mais l'intention y est. Parlons ensuite de ressenti. Après la première génération, la seconde était d'une continuité plus aboutie. La troisième tranchait radicalement dans son style, CDA, me laissant pour ma part sur un moment très dubitatif. Au contraire, la 4G m'a agréablement surpris, puis la 5e génération m'a à la fois mis une claque sur beaucoup de points, notamment narratifs, et me laissant sur le côté sur plein d'autres. Sur les directions artistiques. La 6G était un jeu somme, de tout ce qui a toujours fonctionné avec d'excellents ajouts, sorte de jeu monde, tandis que la 7G avait le mérite de vouloir proposer autre chose sans réellement y parvenir. La 8G était grandiose, un kiff incroyable à sa sortie, tandis que la 9G, sortie dans un état catastrophique avec pléthore de bugs, restait très plaisant à découvrir et faisant preuve d'une ambition inédite. Mais place aux différents critères. Commençons avec le premier critère, le scénario. Un point qu'on pourrait qualifier d'assez primordial, si ce n'est le plus important dans la plupart des jeux. Il faut bien avouer que dans Pokémon, c'est à peu près le critère le plus tertiaire et c'est pour ça que je le mets à la dernière place. Et nous aurons donc à la toute dernière place, en 9e et 8e place, la 3e, la 4e génération, qui sont à mes yeux les générations les plus manichéennes, avec le scénario le plus claqué. Avec pour la 3G la Team Aqua et la Team Magma, qui veulent étendre la Terre ou l'océan, et puis dans la 4G, dominer le monde. On est sur de la bêtise pure et dure, c'est débile à outrance. C'est Pokémon un peu, voilà. Nous avons ensuite en 7e place la 6e génération qui aurait pu être la pire. Parce que le scénario c'est « Oh, il y a des gens qui sont pas beaux, faut les éliminer. » Ah oui, on en est là. D'accord, oui. Mais heureusement, il y a en toile de fond toute cette guerre ancestrale avec des Pokémon et des humains qui sont morts. Et voilà, c'est déjà un sacré background. Il y a du potentiel à Elimis. Espérons qu'on y retourne bientôt. Pokémon Legends Z, ça a l'air d'être une sacrée dinguerie. En numéro 6, la 7e génération. Petit voyage à Loa. Yes, ça fait un peu spin-off. Est-on réellement dans la saga Pokémon? Puisqu'il n'y a plus les badges, mais si, c'est quasiment exactement la même chose. Si ce n'est qu'on nous rajoute des épreuves en plus, un peu débiles. Un peu en plus frustrantes, puisque on nous parle des Pokémon Totem, mais on ne les voit pas dans le jeu. C'est que du post-game. Il y a un peu les ultra... Enfin, non, j'en parlerai après. Enfin, bref, en fait, le scénario de la 7G, c'est uniquement sur 30 minutes de jeu, où on passe dans l'ultra brèche, dans l'ultra monde et tout. Il n'y aura plus aucun scénario sur cet univers derrière, juste des quêtes annexes. Il y avait du potentiel, ça a duré 30 minutes. Numéro 5, la première génération, et puis en numéro 4, la deuxième génération, qui ont quasiment le même scénario, c'est-à-dire être la Team Rocket qui veut voler les Pokémon, sachant que les Pokémon c'est un peu la récompense des jeux. Il faut créer son équipe de Pokémon, entraîner ses Pokémon. Donc c'est l'enjeu des jeux Pokémon, d'avoir des Pokémon. Donc, on les vole, qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, pas ça. Donc c'est pour ça que c'est la base, mais c'est bien. Enfin, c'est bien. C'est middle. Middle, voilà. C'est déjà ça. En 3e position, on commence à rentrer dans du scénario ça commence. Petit semblant de scénario. 3e position, la 8e génération. Pokémon épée et bouclier. Avec une histoire un peu de pollution, les impacts, avec des théories sur le temps, sur les géants Pokémon. Ça fait des échos avec ce qui s'est passé avec les dinosaures et tout. L'évolution, mes amis. Donc c'était sympathique. Ça volait pas forcément méga haut, mais voilà. Pourquoi pas. En 2e place, une véritable bonne surprise, la 9e génération, qui semblait ne pas savoir tellement de scénario, juste une map un peu, voilà. Un open world, où on a les badges à faire comme d'habitude. Pas d'antagoniste, mais une histoire assez recherchée de gens un peu laissés sur le côté. On ne laisse personne sur le bas-côté de la route.
Une histoire de harcèlement, c'était plutôt bien joué. Et puis l'histoire du légendaire qu'il faut un peu redonner goût à la vie. Pas mal. Hein. Et puis après, tout ce qui entoure de la zone 0, c'était très bon. Donc bien. Mais évidemment, quel est le meilleur jeu Pokémon en termes de scénario? C'est évidemment Pokémon Noir et Blanc. La 5e génération avec Yetis. Et puis N, le emo ultime. Mais vous ne vous rendez pas compte que, en fait, capturer des Pokémon et les faire se combattre, c'est faire du combat de chien dans les rues, quoi. C'est un peu ça, quoi, l'idée. Donc, vous faites de l'esclavagisme d'animaux. Vous les capturez contre leur gré pour les faire se battre entre eux. C'est immonde, c'est amoral. Mais non, il y a aussi l'amour des Pokémon et tout ça. Ça fait un peu une réflexion méta sur qu'est-ce que Pokémon en vrai. Si tu le prends premier degré, puis après, d'accord, vous pouvez le prendre premier degré, mais quand même, c'est pour les enfants, c'est mignon, c'est pas bien de prendre trop les choses à cœur comme ça. C'est ça la 5G. C'est pas forcément... Si on le rapporte à l'échelle du jeu vidéo, voilà, c'est inférieur à un niveau de la pire quête annexe de tous les Mass Effect, y compris Andromeda. Mais voilà, pour Pokémon, c'est exceptionnel. Attention. Place au point numéro 2 et 3. Les starters et les nouveaux Pokémon, c'est pratiquement la même chose à quelques vagues exceptions près. De toute façon, pour les starters et les nouveaux Pokémon, les deux, en dernière place et en avant-dernière place, je mets en dernière place la 5e génération et en avant-dernière place la 3e génération, puisque dans les deux cas, je n'ai tout simplement pas aimé les designs, la direction artistique des jeux en eux-mêmes, et du Pokédex, et du coup les starters que j'ai trouvé vraiment tous immondes pour la 5e génération. La 3e génération, j'ai un peu plus de sympathie pour le starter O Gobu, qui devient Lagron. Junko aurait pu être bien, mais non. Mais donc, non. Ça ne passe pas. Pour le Pokédex global, la 7e génération, que j'ai trouvé complètement osef. Et pour les starters, j'ai mis la 9e génération, où c'est plutôt tous mauvais. Palmaval, sa danse est absolument terrible avec ses plumes qui prennent tout l'écran. Miascarade, c'est non. Flamigator à la rigueur. Il me carrie un peu sur Pokérogue, évidemment. Mais la chance n'est pas de mon côté, malheureusement. J'ai fait une game classique, bien sûr, mais endless. Je suis mouru level 300 parce que je n'avais aucune réponse efficace au type O, qui est l'un des types les plus populaires, enfin les plus présents du jeu. Et j'ai lamentablement perdu contre un boss poisson-roi. Oui, j'étais full focus sur bourrer mon starter feu. Et de l'autre côté, essayer de me préparer Eternatus le plus possible. Résultat, j'oublie un peu 99% du reste du jeu. C'est my giga bad. Et voilà. Ensuite, la 7e génération est pour sa part à la 5e place pour les starters. Puisque j'ai beaucoup de sympathie pour Oratoria et Archiduc, même si Felinferno est une catastrophe absolue. En 6e place pour les starters, nous avons la 6e génération. Je sais que tout le monde s'est excité comme des dingues sur Greninja. Moi, j'ai trouvé les 3 assez osef. Vraiment, il n'y en a pas que j'ai aimé ou que j'ai détesté. C'est vraiment les 3 osef. Par contre, pour le Pokédex en général, j'aurais mis la 8e génération. Qui, pour le coup, le Pokédex dans son ensemble était osef. Voilà, c'est pas grand chose à dire. Pour la 5e place, du coup, j'avais dit pour les starters la 7e génération. Et pour le Pokédex global, j'ai mis la 9e génération. 9e génération qui a beaucoup de catastrophes. Comme Virevolvant, je sais plus, Arboliva, j'ai trouvé ça immonde, le cochon est dégueulasse, le petit samboule là, c'est une catastrophe. La plupart, je les ai pas aimés, mais je dois avouer que les formes paradoxes c'était assez réussi dans l'ensemble, même si presque toutes moins bonnes que le design d'origine. Problème.
Mais Malvalam a un flow monumental. J'ai adoré les 2 starters. Les fabuleux, les 4 des piliers à aller chercher, ça c'est non. Mais non, voilà, dans l'ensemble, c'est pas le pire. C'est plutôt bas la 9ème génération, mais avec quand même Scalper ou Malvalam ou Rousinge, où c'est des ex-lu bangers. Donc c'est pour ça que je le mets pas trop bas, ça va. Ensuite, ça va être plus simple. 4ème génération, 4ème place, que ce soit pour le Pokédex ou pour les starters. J'ai plutôt bien aimé les starters. Le Pokédex, je l'ai plutôt bien aimé aussi. J'ai bien aimé le côté un peu nostalgique. Parce qu'on a eu pas mal d'évolutions de Pokémon des premières générations. Donc ça, c'était un grand oui. Avoir une évolution pour Electek et Magmar, c'est un grand oui. L'évolution de Mamouchon, bien sûr. Oui, c'est oui. 3ème place, c'est Split. 3ème place pour le Pokédex en global. J'ai mis la 6ème génération, puisque là aussi c'est beaucoup de nostalgie avec toutes les méga évolutions. C'est essentiellement basé sur des Pokémon des premières générations. Et ça me fait extrêmement plaisir. Mais voilà. Ensuite, donc pour les starters, c'est la 8ème génération qui est la 3ème place sur le podium. Puisque j'ai totalement adoré Gorismic et Pyrobus, qui sont des très très gros bangers, parmi les meilleurs designs de Pokémon. Par contre, il y a les Ardus, donc c'est pour ça que ça va pas chercher une place plus haut. Ensuite, les 2e et 1ère places. Les 2e places, ce soit pour les starters ou pour le Pokédex en général. Le classique avant tout, donc numéro 2, la première génération. Et en numéro 1, parce que c'est le jeu que j'ai le plus joué, et le premier que j'ai pu jouer en vrai d'ailleurs, en vrai, et pas émulateur, les deux. Donc c'est vraiment à travers le biais de la 2ème génération que j'ai découvert et apprécié mes Pokémon. Et globalement, même avec le recul, je trouve que tous les Pokémon de la 2ème génération, que ce soit les starters, Meganium, Crocodile ou Typhlosion qui est dans mon top 2, même top 1 ex aequo avec Lugia, de mes Pokémon préférés. Donc que ce soit sur le Pokédex et sur les starters, les deux c'est dans la 2ème génération. J'ai adoré la 2ème génération. Pharamp, pas tous. Oh là là, que des bangers. Même Noirfang, beaucoup de sympathie. Enfin non, pas de sympathie, de l'amour pour la 2ème génération, tout simplement. Ensuite, nous allons mettre en 4ème place, inversé un peu sur mon tableau Excel parce que j'ai changé d'avis aux dernières minutes. J'ai mis en 4ème place des critères les plus importants. Enfin, du coup, plus importants que les 3 précédents. Le post-game, que ce soit avec le jeu complémentaire, donc Pokémon Emerald ou Pokémon Platine pour la 3 et 4G, ou les DLC, que ce soit pour la 8 ou la 9G. Quel est le jeu qui était le plus complet ? Eh bien, le jeu où il y a le moins de trucs à faire, si ce n'est absolument rien du tout à faire, mis à part compléter le Pokédex, la première génération, qui se retrouve à la dernière place, évidemment. Ensuite, c'est la 6ème génération, qui, en termes d'histoire ou quoi, n'a absolument rien à proposer après la Ligue. C'est affolant. Donc, on a au moins le combat en ligne. À peu près même chose pour la 3ème génération, si ce n'est que on a une petite zone avec Emerald, la zone de combat. À la rigueur, ça fait un peu de choses à voir. En post-game, la 7G est pas forcément folle non plus. Il y en a plein qui diraient qu'il y a énormément de choses à faire, mais qu'est-ce que je suis fou de raconter ça ? Il y a juste les ultra brèches et les Pokémon Totem à aller chercher. Ils sont pas introduits, on en parle vite fait dans le jeu, mais ils sont pas introduits scénaristiquement, donc moi personnellement j'en ai rien à faire, absolument rien à taper de tout ça, et je trouve pas ça très fun. Donc c'est les combats en ligne. Donc pour moi le post-game, il y a, de toute façon ça j'en reviendrai au combat en ligne, mais donc le post-game de la 7G je le trouve pas si fou que ça. Nous avons ensuite la 4ème génération. C'est un peu comme la 3G, c'est-à-dire qu'il y a la zone de combat, mais la zone de combat est beaucoup plus importante, et en plus, il y a l'aspect scénario qui est retravaillé avec une 2ème ligue derrière. En 4ème place, la 9ème génération, j'ai pas aimé les DLC, donc
Il y a tout ce qu'il y a dans les jeux Pokémon classiques, mais... Enfin déjà non, le zone de combat c'est plutôt en DLC. Mais voilà, pas plus. En post-game, je mets en numéro 3 la 5G, parce qu'il y a carrément toute une zone à découvrir derrière, quasiment la moitié de la map est coupée au début du jeu. Donc voilà. Et puis il y a plein de jeux, les Pokéwood, le cinéma, tout ça, bon, pourquoi pas. Post-game et aussi, j'ai mis la deuxième génération en deuxième place, bien sûr. Puisque là, on revoit carrément tout Kalos, enfin Kanto, je veux dire, tout Kanto, après la ligue. Donc on a de nouveau 8 champions d'arène à affronter, on a une autre ligue, on a encore le rival, et derrière on a le mont argenté avec Red, donc non, en termes de post-game c'est assez important, avec l'épisode du rival là derrière pour le remake. Donc voilà. Et en numéro 1, pour le post-game, j'ai bien évidemment mis la 8e génération, qui, à l'état de sa sortie, c'était forcément une catastrophe, l'un des pires, mais en comptant les DLC, déjà les raids Dynamax, c'était sympa, il y avait le combat en ligne et tout, mais quand même, avec le deuxième DLC Courneige, en fait, qui avait son histoire assez sympathique, on a carrément les raids Infinimax que j'ai trouvé incroyables. Donc voilà. L'ambiance plaisir de jeu, c'est un peu ce que je vous ai dit sur le sentiment que j'ai eu à l'époque. C'est-à-dire que en dernière position, je mets la première génération que j'ai découvert malheureusement plus tard, que je crois que je l'ai découvert après la 4e génération. Je crois entre la 4e et la 5e. Je me suis dit, au bout d'un moment, il faut quand même que je me fasse la première génération. Mais en mode première génération, la vraie, quoi. Parce que sinon, entre-temps, j'avais bien évidemment fait plein de fois rouge feu vert feuille. Mais je n'ai jamais fait l'origine, quoi. Bleu, rouge et bleu, quoi. Et derrière, j'avais aussi fait Pokémon jaune. Ensuite, j'ai mis à la 8e place la 3e génération que j'ai assez rejeté en bloc. J'ai pas trop aimé le scénario, j'ai pas trop aimé la direction artistique. J'ai trouvé le jeu un peu mou, donc j'ai pas trop aimé. Ensuite, en 7e place, j'ai mis la 7e génération. Au début, je me disais pourquoi pas l'ambiance et tout. Ça change un peu, mais au final, non, j'ai pas trop aimé. 6e place, j'ai mis la 4e génération, j'ai assez bien aimé la 4e génération. Mais en termes de jeu, le ressenti, il faut bien avouer que les mécaniques sont assez lentes, le combat est lent. Et le scénario m'a pas spécialement amusé. Donc voilà, pas plus. Ensuite, en termes d'ambiance, j'ai mis à 5e place la 5e génération, qui a sauvé un peu sa direction artistique terrible par des combats plus dynamiques et ce scénario excellent. 4e place la 6e génération. J'ai trouvé le jeu beaucoup trop facile. La mécanique de la méga évolution pratiquement pas utilisée, c'est extrêmement dommage. Il y a juste un champion d'arène et le boss à la fin, un truc comme ça, peut-être le rival aussi. Mais en gros, c'est une mécanique qui est pratiquement pas utilisée dans le jeu, c'est une catastrophe. Du coup, il faut uniquement se tourner sur les combats en ligne pour trouver de la méga évolution, c'est vraiment terrible. Et en plus, dans l'aventure, comme la transformation est lente et temporaire, uniquement le temps d'un combat, c'est... Et comme en plus les Pokémon en face n'ont pas de V, et que nous on a rapidement beaucoup de V, ça fait qu'on écrase le jeu en plus avec le multi-exp obligatoire. Donc trop facile, pas la peine de méga évoluer, c'est lent, du coup flemme de méga évoluer, du coup la mécanique du jeu n'est pas utilisée dans le jeu. Ballot. Ensuite en 3e place j'ai mis bien sûr la 9e génération que j'ai adorée. Truffé de bugs, sinon je l'aurais mis presque numéro 1. Ça fait beaucoup de mal cette histoire, mais sinon mis à part ça, c'était vraiment génial. J'ai adoré la 9G, d'où sa place de numéro 3. En numéro 2, celle où j'ai passé le plus de temps sur une seule run, puisque je l'ai fini qu'une seule fois, mis à part un Nuzlocke du coup que j'ai pas fini, c'est la 8e génération. J'ai fait énormément de breed, d'élevage, de farming, de stratégie. J'ai fait énormément de stratégie en 8G. Donc du coup, parce que c'est un jeu que j'ai adoré.
probablement du fait de Fieldrong et tout ça, mais même en termes d'ambiance, les combats, pour le coup, le Dynamax c'était beaucoup utilisé dans le jeu en lui-même. Tous les champions utilisaient le Dynamax, tout le monde utilisait tout le temps, les gros boss utilisaient toujours à chaque fois un Dynamax. Donc c'était trop bien. Et puis les combats étaient impressionnants de fait. La musique aussi renforçait ça avec le côté choral un peu. Non, c'était vachement bien. Il y avait un côté spectaculaire au combat. On a complètement perdu avec l'absence de mise en scène sur un 9G. C'est très 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 dommage. Mais ce n'est pas le numéro 1. Mon jeu que je préfère même encore aujourd'hui, que ce soit le remake, pas forcément autant le remake, mais surtout le jeu d'origine, même en état actuel aujourd'hui. Pour l'ambiance, le côté plus impressionnant des sprites des monstres de l'époque, plus vénère, les attaques, Alligator Surf, plus impressionnant. Ça faisait vraiment un côté épique au combat. Donc pour moi, c'est la deuxième génération, mon jeu préféré en termes d'ambiance et tout ça. Et derrière, on va parler vite fait de la stratégie, où évidemment, de la première à la 5e génération, pas trop d'évolution, donc si, je veux dire, à chaque fois c'est des évolutions positives, donc il n'y a jamais eu de retour en arrière. Donc première génération, dernière place, 8e place pour la 2G, 7e place pour la 3G, 6e place pour la 4G et 5e place pour la 5G. Parce qu'à chaque fois on a eu des évolutions positives. En 2G on a eu des objets. En 3G, on a eu toujours plus de compétences, enfin les talents, qu'après en 5G, les talents cachés, ou en 4G, non, peut-être en 4G. Non, c'est la 5G. Mais du coup, donc on a eu après les EV en 3G qui permettaient d'avoir des Pokémon plus spécialisés. En 4G, on a eu le Shift, attaque physique, attaque spéciale, qui avant dépendait uniquement du type du Pokémon, enfin du type de l'attaque. C'est-à-dire qu'une attaque eau était forcément spéciale et qu'une attaque poison ou spectre était forcément physique, alors que Ectoplasma a une attaque ridicule et une attaque spéciale monstrueuse, ce qui faisait que ses stabs étaient tout pourris avant la 4e génération. Donc ça a été un très gros changement. Et la 5G, il n'y a pas eu... il y a eu les talents cachés. Et derrière, il y a toujours eu plus d'objets stratégiques, plus de Pokémon. Donc plus il y a Pokémon, plus la stratégie est complexe et variée, riche. Et ensuite, c'est en fonction des mécaniques des générations. Donc après, en 4e place, je mets le Dynamax, qui était un peu pété sur certains points. Parce que du coup, on double les PV du Pokémon. Et derrière, en fonction des attaques qu'il fait, ça lui booste une statistique. Donc ça faisait soit des Pokémon intuables, soit des monstres offensifs complètement impossibles à revenge kill. Parce qu'en plus du fait d'être offensif, ils avaient quand même double de PV. Donc ça faisait que t'avais, sur tes 6 Pokémon, t'en avais un qui allait être complètement abusif et les 5 autres qui allaient servir de faire valoir à côté. Donc ça faisait un équilibrage complètement aux fraises. En 3e place, je mets la 9e génération qui a apporté le Terra Crystal. Terra Crystal qui aurait pu être une bonne chose dans les faits, enfin une bonne chose mais qui dans les faits est un peu dommage et pas vraiment stratégique en fait, parce que le fait de pouvoir Terra Crystalliser, ça veut dire que le Pokémon change de type. Donc ça fait qu'on va avoir un Pokémon comme Tyrannosif, qui est roche ténèbres, qui a une double faiblesse combat, qui peut Terra cristalliser Spectre, qui du coup passe de x4 à immuniser. Donc ça peut totalement faire basculer des games, mais pas en mode ultra réfléchi, c'est en mode oh le coup de bol, là il lui reste plus que son Pokémon de combat qui est Choice Band, qui est boosté machin. Et là, ouais, j'avais comme par hasard choisi le bon Terra sur le bon Pokémon qui me reste. Et bim, je peux Terra cristalliser comme c'est bon. Et voilà, une game que l'autre en face, il a pu faire une stratégie incroyable, mener tout de bout en bout. Si l'autre a le bon Terra par hasard au bon moment, hop, il peut tout renverser. Ce qui fait qu'on passe sur du poker. Donc c'est une autre forme de stratégie que certains peuvent apprécier. C'est pour ça que je le mets quand même en 3e place, parce qu'il y a quand même des trucs intéressants à faire avec. Mais quand même, dans les faits, non, c'est abusé. C'est abusé. Ensuite, en 2e place,
la 6e génération, parce que la mécanique dans le jeu était pas fou folle, mais en termes de stratégie, déjà la 6e génération, c'est la 2e génération, il y a le plus de Pokémon en nombre, quand même, parce qu'après dans les 8e et 9e génération, ils ont fait des Pokédex régionales, ils n'ont pas mis tous les Pokémon à chaque fois, ils n'ont pas remodélisé et refait toutes les attaques. Alors que dans la 6G, puis après dans la 7G, tous les Pokémon existants ont toujours été présents, tous, absolument tous. Du coup, Pokédex extrêmement riche. La méga évolution, qui était gérable parce que ça donnait un boost, mais un boost pas complètement abusé, et ça enlevait l'objet. Donc du coup, par exemple, un Karchak-Rock Choice Band faisait plus mal qu'un méga Karchak-Rock. Et en plus, c'était plus rapide parce qu'il perdait 10 en vitesse. Ou un truc comme ça. Donc du coup, méga Karchak-Rock était moins fort que Karchak-Rock. Ça faisait partie des trucs un peu bizarres comme ça, mais la plupart de ceux qui avaient une méga évolution, sinon étaient beaucoup plus forts avec la méga évolution, bien sûr. Mais ça permettait aussi de faire du poker un peu, mais en mode plus intelligent, parce qu'il n'y avait pas 150, il n'y avait pas tous les Pokémon qui pouvaient terra cristalliser. Il y avait juste une soixantaine de Pokémon, et même qu'une vingtaine au début, genre 38, un truc comme ça, et puis après il y en avait 50 et quelques, avec l'ajout du remake 3G. Mais du coup, il n'y avait pas tant de Pokémon qui pouvaient méga évoluer, et tu pouvais en faire méga évoluer qu'un seul. Ce qui faisait que si jamais t'avais une équipe et t'en avais que un qui pouvait méga évoluer, tu savais que ça allait être lui qui allait méga évoluer. Et tu pouvais essayer de bait l'autre en mettant deux. Tu ne savais pas lequel allait méga évoluer. Alors que toi, tu le savais déjà d'avance, parce que tu allais forcément pas mettre la méga gemme sur les deux. Parce que ça faisait perdre un objet à l'autre qui ne pourrait forcément pas méga évoluer. Donc c'était très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Il n'y avait pas encore les grosses bottes, donc le stall était beaucoup moins fort. Donc la stratégie de la 9G, c'est banger. Enfin, la stratégie de la 6G était exceptionnelle, mais on a eu encore mieux derrière avec la 7e génération qui apporte encore plus de Pokémon avec tout le Pokédex de la 7G, avec beaucoup de Pokémon intéressants à jouer, que ce soit les Ultra Chimères ou les Pokémon Totem, qui étaient intéressants à jouer en termes de stratégie. On avait l'ajout d'autres méga évolutions avec les remakes 3G. Et en plus, derrière, il y avait la mécanique du Z-Move, qui là, pareil, c'est un peu comme la méga évolution. C'est-à-dire que c'est un seul Pokémon qui peut l'utiliser une seule fois. Et ça, en fait, ça permet de booster une attaque ou d'avoir une attaque spéciale qui peut avoir des différents effets et tout. Mais donc, du coup, ça faisait qu'il y avait un Pokémon qui pouvait avoir un Z-Move qui lui permettait de passer un Pokémon qui ne pourrait pas passer sinon. Ce qui donnait de l'utilité à des Pokémon qui n'avaient pas forcément autant d'utilité. Donc non seulement on a plein de nouveaux ajouts, tous intéressants, mais en plus la mécanique permet de diversifier encore plus la jouabilité. Donc que demande le peuple ? En termes de stratégie, la 7G était la meilleure génération. Et on en vient du coup à un avis un peu d'ensemble sur toutes ces générations. Et bien malheureusement, la dernière place pour ma part sera prise par la 3e génération. La 3e génération qui est pour moi la moins réussie. Même si elle passe à la 4e place avec son remake, parce que son remake a corrigé un peu ses problèmes de direction artistique. Le scénario, il reste celui qu'il est, mais en termes de richesse, du coup, c'est quasiment le plus riche avec la 7e génération, juste derrière. Donc ça lui fait beaucoup de changements. En 8e place, on a la première génération. Mais forcément, c'est celle qui a posé les bases. Donc derrière, il y a eu tellement d'évolutions positives que ça, il en fait un peu les frais. Mais avec le fait qu'il y a eu les remakes avec Pokémon Rouge Feu Vert Feuille, je le fais gagner une place avec le remake, je le fais passer à 7e place, puisque du coup on se retrouve avec des mécaniques de la 3G, donc une stratégie un peu plus poussée, et un peu de correctif sur l'ambiance, et du plus de post-game avec tout le tour des îles. En 7e place, je mets la 4e génération, qui du coup prend la dernière place, si on prend en compte les remakes des autres générations.
En 6e place, je mets la 5e génération, qui, avec les améliorations sur les 3 premières, se retrouve à la 8e place sinon. Du fait que c'est celui qui n'a jamais eu de remake et qui date le plus loin. Donc il a que son scénario un peu pour lui, on va dire. Tout le reste a été mieux refait derrière. Ensuite, nous avons la 5e place, la 7e génération, pour toutes les raisons citées plus haut, qui passe de fait à la 6e place, en prenant en compte les énormes gains de la 3e génération, de son remake très très réussi. En 5e place, du coup, c'est la 6e génération et 4e sinon si on ne prend pas en compte les remakes. À la 3e place, là après c'est plus sûr. 3e place, nous avons la 9e génération, qui pourrait être encore plus haut s'il n'y avait pas eu tous ces bugs et des DLC moins réussis que la 8e génération. Mais il y avait du gros potentiel, donc ça laisse espérer pour la suite. 2e place et 1re place, ça se bat en fonction de si on prend en compte les différents critères des remakes, enfin du remake en l'occurrence pour la 2e génération, qui lui permet de gagner plus d'intérêt en termes de stratégie. Mais sinon, pour le reste, ça change pas grand chose et ils étaient vraiment au coude à coude. Sinon, c'est vraiment pour moi, c'est la 2e et la 8e génération les plus réussies. Et avec le recul, si on me demande, viens, on se fait des combats Pokémon, je vais te dire la 8e génération. S'il faut que je me refasse le jeu, j'hésiterai un peu. Peut-être la 8e génération. Mais sinon, en termes de nostalgie pure et dure, la 2e génération est peut-être ma génération préférée. Et voilà pour ce que j'avais à dire sur la saga Pokémon. Plus que de l'amour, c'est de la passion. J'espère avoir pu vous en transmettre un peu, que vous avez su apprécier cet avis détaillé sur tout cet univers d'une richesse infinie, surtout en termes de stratégie. Faut pas croire que Pokémon c'est pour les enfants. Ça a été créé à la base pour des enfants, mais aujourd'hui les enfants ont grandi et les enfants vont avoir d'autres enfants. Un énorme merci à Fildron Redemption pour continuer à faire vivre cette passion Pokémon, que ce soit en moi ou pour des milliers, des centaines de milliers d'autres joueurs à travers la France et pays francophones. Et aussi Volt, Sneeze et bien d'autres. Et surtout, continuez de vous cultiver, de voir des films, de jouer à des jeux, bien sûr. Puis on se retrouve très bientôt.